Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. De Meiguin. Et de Sasa. Et cette semaine, de quoi va-t-on parler ? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta rubrique Alors, moi, je vais parler de l'événement de la semaine que RTI va beaucoup parler. En fait, c'est le Salon international du livre de Taipei. Mais je vais plutôt m'intéresser à deux événements qui sont un peu... qui méritent d'être cités à l'antenne de Service français. Alors, c'est notamment un coiffeur allemand qui débarque au salon. Oui, c'est bien un coiffeur. Et aussi une rencontre, un dialogue entre un écrivain hongkongais et taïwanais au sujet de la langue maternelle. Voilà. Très intéressant. Ça, c'est mon premier sujet. Et toi ? Alors, de mon côté, je vais vous parler d'un événement qui a plutôt eu lieu à Paris, mais qui a attiré l'attention des médias taïwanais. Oui. Et c'est en lien avec RTI, en fait, indirectement, parce que peut-être que les auditeurs se rappellent de l'animateur Ghislain Kuhn, qui animait... Kuhn, on dit Kuhn, oui. Je suis alsacienne, donc je sais comment prononcer les noms un peu bizarres. Je l'avais toujours mal prononcé alors à l'antenne. Donc Ghislain Kuhn qui présentait l'émission La Voix des Maîtres sur les arts martiaux. Et en fait, récemment, donc samedi dernier, les membres de son école d'arts martiaux à Paris ont en fait une parade dans les rues de la capitale en faisant la danse du lion. Donc c'est à l'occasion du Nouvel An lunaire. Oui, tout à fait. Et il y a eu un reportage dans l'agence de presse taïwanaise CNA. Oui. Et de mon côté, on va rester dans les... Enfin, en tout cas pour moi, dans les réseaux sociaux, dans les influenceurs, etc. Puisqu'il y a eu un influenceur qui a été arrêté, l'annonce a été faite hier, je crois, ou en tout cas dans cette semaine, qui a été arrêté au Cambodge. Pour avoir fait une mise en scène d'un enlèvement, vous savez, avec toutes les informations qu'il y a eu, on reparlera de tout ça, mais avec les personnes qui sont attirées vers le Cambodge, etc. Il a essayé de mettre en scène ça, en fait. Et, au Cambodge. Voilà. Et donc, il a été arrêté au Cambodge et inculpé pour 2 ans de prison. Pour avoir mis en scène et avoir fait la mauvaise promotion du Cambodge à travers ses médias. Voilà. C'est la falsification d'informations. Voilà. C'est la fabrication d'informations. Exactement. Oui. Alors, nous allons commencer par quoi ? Par toi, je pense, parce que je veux vraiment savoir pourquoi il y a un coiffeur allemand au Tibet. Alors, donc, le Salon international du livre, c'est le grand événement littéraire de Taïwan de toute l'année qui a lieu à chaque fois à la période du Nouvel An lunaire. Et cette année, au stand allemand, il y a un tapis qui s'est déroulé. Et c'est un petit studio on appelle ça flash mob de coiffure. Voilà. Et il s'agit d'un coiffeur allemand, Danny Burbach, j'espère je prononce bien, enfin je prononce comme je peux, qui est un coiffeur professionnel, mais qui est écrivain à la fois pour les livres de jeunesse. Voilà. Et donc, depuis 2017, ce qu'il a essayé chez lui, en Allemagne et aussi un peu partout dans le monde, c'est d'organiser l'activité Book a Look qui encourage les enfants et les grands à lire à haute voix les livres pendant qu'ils coiffent, pendant qu'ils procèdent à une coiffure, en fait, comment on dit. C'est marrant, ça. En fait, l'initiative a été prise lorsqu'il était au travail un jour dans son salon de coiffure et c'était un client qui lisait le magazine. Et du coup, il a invité le client à lire le magazine à haute voix pour que lui, il puisse entendre. Et il a proposé en contrepartie une réduction de 15% pour la coupe. Voilà. Et du coup, il s'est rendu compte que lorsque le client a commencé à lire le magazine, tout le salon s'était calmé. Et du coup, tout le monde écoutait ce que cette personne lisait. Et par la suite, le client suivant s'est porté volontaire de vouloir faire cette lecture tu m'étonnes, il y avait une réduction, donc... Oui, voilà. Et du coup, c'est cet esprit qui l'a transformé un peu dans salon ambulant, en fait, dans salon de coiffure ambulant un peu partout dans le monde, et cette fois-ci, au Salon international du livre de Taipei. Donc, les petits comme les grands sont invités à lire en échange d'une coupe de cheveux. D'une coupe de cheveux, voilà. Et du coup, il précise qu'il n'est pas prof, il n'a pas besoin que ce soit lu de manière très correcte ou non, mais c'est une question de partage de la lecture.
Voilà. D'accord. Et donc, il est invité pour la première fois à Taïwan. Et pour l'instant, il s'y plaît, en fait. Il avait travaillé pendant un certain temps à Hong Kong, donc il a une petite notion du chinois, mais je doute tout de même qu'il arrive à comprendre ce que lisent les lecteurs taïwanais en mandarin, quand même. Ça, c'est donc la première activité qui se déroule donc au stand allemand, au pavillon allemand. Et il y a une autre activité qui est intéressante à citer, c'est une discussion qui a lieu entre le poète hongkongais Wei Tongliu et l'écrivain taïwanais Liu Keqiang. Donc, le poète hongkongais partage un ouvrage qu'il a publié, son premier ouvrage qu'il a publié depuis qu'il est installé à Taïwan en 2018. C'est un écrivain, photographe et poète qui est plusieurs fois primé à Hong Kong déjà dans les années 2000-2010. Il est né en 1975. Il avait vécu une partie de sa vie à Hong Kong, à Pékin et ensuite à Taipei. Et donc, une fois à Taipei, il a réalisé un grand ouvrage qui s'appelle, on pourrait dire, c'est un recueil de poésie qui a 3 volumes. Donc, le premier, c'est Un endroit solitaire. Le deuxième, c'est Un pèlerinage dans une mauvaise année. Et la troisième, c'est Un dictionnaire de langue maternelle. Et pour la discussion qui a eu lieu sur le Salon international du livre de Taipei, c'est essentiellement axé sur ce dictionnaire en langue maternelle. Donc, il raconte l'identité des personnes qui doivent changer de pays, d'un pays à l'autre, depuis la Chine à Hong Kong et depuis Hong Kong à Taïwan pour lui, comment il se recherche et comment il fait face à une perte de langue maternelle, comme beaucoup de Hongkongais. Il a dit que maintenant, il était né à Canton, en fait. Il a dit, maintenant, pour aller à l'école à Hong Kong, il faut apprendre le mandarin. Et c'est ce que les Taïwanais ont connu une fois que le gouvernement Chiang Kai-shek est arrivé. Du coup, il essaye de faire une comparaison en dialoguant avec l'écrivain taïwanais sur comment la douleur de perdre cette langue maternelle. Il a dit que pour tous les Hongkongais qui ont dû quitter Hong Kong, leur seul point commun, c'est la langue maternelle. Et du coup, pour lui, le fait d'écrire avec la langue maternelle, c'est comme s'il fait une sorte de gravure avec sa main, avec un couteau, et qu'il grave des poésies en sa langue maternelle. Voilà, c'est donc une recherche, une comparaison entre Taïwan et Hong Kong et la nostalgie, on pourrait dire, par rapport à ce qui se passe à Hong Kong, en fait. Voilà, c'est donc les 2 événements, je pense qui est intéressant à suivre, en fait, sur le Salon international du livre de Taipei. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la présence francophone, oui. Mais c'est bien aussi de parler d'autres choses. Oui, parce que cette année, il y a beaucoup de pays et aussi des maisons d'édition taïwanaises qui sont présents aussi, en fait. Et ça m'étonne un petit peu parce qu'il parlait un petit peu de le fait, on n'est pas quand même au même niveau entre l'enseignement du mandarin imposé par Chiang Kai-shek à l'arrivée à Taïwan et l'enseignement du mandarin à Hong Kong. C'était pas encore obligatoire pour toutes les matières. Quand même beaucoup des classes sont encore en cantonais, donc on n'est pas au même niveau. Je me demande si c'est encore le cas aujourd'hui. Je sais pas, parce que pour aller à Hong Kong en intervalle de 10 ans peut-être, on a vu le niveau de mandarin que ça a progressé à Hong Kong, en fait. Ouais. Je pense qu'on peut dire progresser ou progresser, mais dans quel sens, en fait, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quand même pas au même niveau où c'était vraiment une rupture très 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 nette, en fait, dans l'enseignement à l'arrivée de Chiang Kai-shek et peut-être à Hong Kong qui se fait peut-être plus progressivement au niveau de plus en plus de matières qui sont introduites en mandarin, mais il y a encore beaucoup d'écoles qui enseignent en cantonais à Hong Kong. Mais en tout cas, c'est bien avoir cette notion de menace, en fait, d'une éventuelle perte de langue maternelle. Exactement. On va passer au sujet suivant avec toi, Sasa ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne le connaissais pas, mais je crois justement, Valentin, que tu connais Ghislain, oui. qui animait La Voix des Maîtres. Exactement, bah oui, je connais Ghislain depuis avant la France, moi. Depuis la France, moi, personnellement, parce que tous les deux on a pratiqué les arts martiaux, le kung-fu, le wushu, de manière correcte. Et c'est vrai que Ghislain est parti de Taïwan il y a maintenant un peu plus d'1 an.
Et donc c'est vrai qu'avec lui, on se connaît, on a fait des parcours très similaires en fait. On a travaillé dans l'industrie en Chine, dans des usines. Moi je suis passé par Hong Kong. C'est la seule chose que lui il a pas fait. Lui il est venu directement de Chine à Taïwan parce que pour plein de raisons. Il voulait pour le travail justement. Et il avait changé, il a continué à travailler un petit peu dans tout ce qui était commercial et industriel à Taïwan. Mais il voulait vraiment commencer à travailler les arts martiaux, etc. Il a trouvé un maître à Taïwan, etc. J'ai l'impression que c'était vraiment ce qu'il veut faire, en fait, les arts martiaux et la danse de lion, en fait. Oui, tout à fait, c'est sa passion. Oui, c'est sa passion et qu'il voulait en faire sa carrière, en fait. Et donc voilà, donc il a vu quand même qu'à Taïwan, c'était compliqué de pouvoir faire quelque chose avec ça. En tant qu'étranger, à enseigner les arts martiaux et en vivre. Et donc il a décidé de partir en France tout en combinant plusieurs activités, que ce soit la fabrication de têtes de lion, de danse du lion. Donc ça c'est le premier assembleur fabricant de têtes de lion en Europe, de souvenirs. C'est vraiment le premier à fabriquer sur place, et parce que la plupart des gens les font importer directement d'Asie. Et tout le monde d'ailleurs, et aussi donc en combinant l'enseignement de la danse du lion, parce qu'il a une équipe, il avait une équipe aussi à Taïwan assez spéciale d'ailleurs, très compliquée, qui travaillait beaucoup avec les temples. Et donc l'enseignement où il a été associé à une lignée d'arts martiaux traditionnels chinois, avec ce qu'on appelle le Honggar, une lignée du Honggar spécifique qui s'appelle le Taizu. Enfin bon, je vais pas aller dans le détail de tout ça, mais bon, ça, non. Voilà. Il a fait tout ça, et donc voilà, il était dans une école spéciale, il a été accepté comme disciple vraiment de l'école et du maître qui l'a accueilli, un Taïwanais, et donc il rapporte cette lignée un peu en France aussi, à travers cet enseignement, à travers ce maître spécifiquement, parce qu'il y a d'autres Français qui ont fait des enseignements de la même lignée, mais à travers d'autres maîtres. Et donc voilà, c'était avec ce bagage-là qu'il voulait arriver à Taïwan et montrer à tout le monde un petit peu, enfin montrer en France quelque chose avec ça. Et d'ailleurs, il avait tourné pour RTI une vidéo assez approfondie, en fait, de 20 minutes, à la fois sur la fabrication des têtes de lion et aussi sur la danse du lion. Donc on va remettre le lien dans l'émission On en parle à Taïwan. On avait bien choisi l'animateur pour cette vidéo parce que c'est vraiment quelqu'un qui sait manier la tête de la danse de lion, en fait, la tête de lion, avec des arts martiaux, des mouvements à faire, en fait. En tout cas, moi personnellement, ce qui m'impressionne, c'est que ce soit à Paris ou en fait, quand il était à Taïwan, il a toujours cherché pas seulement à apprendre pour lui-même, mais aussi à partager ses connaissances, en fait, et grâce à toutes les émissions qu'il a faites sur RTI, et ça, c'est vraiment très précieux, je pense. Il tient lui-même un blog sur les arts martiaux. Et dans les émissions, il y avait même un lexique, en fait, parce que c'était trop compliqué. C'est très spécifique. C'est beaucoup de termes chinois à réexpliquer, en fait, qui sont nécessaires. Donc, le wushu, en fait, même nous, en tant que pratiquants en France, j'ai pratiqué aussi beaucoup les arts martiaux, on utilise au final que les termes chinois sans forcément savoir ce que cela veut dire derrière, que ce soit même les positions de base, mais même on compte en chinois quand on pratique le wushu en France la plupart du temps. Donc ça fait partie entre guillemets de l'exotisme d'apprendre un art martial asiatique aussi. Ça fait partie du folklore et de ce que les gens viennent chercher. C'est pour dire que mais ils sont rarement expliqués à nous, surtout que ce sont des personnes qui sont... la plupart des enseignants sont originaires de Chine ou de Taïwan, ou même d'Asie plus généralement, et n'ont pas forcément cherché à vouloir ou à expliquer de manière approfondie les termes, et c'est ça aussi qui apporte beaucoup l'émission qu'avait faite Ghislain, parce qu'il reprenait vraiment tout dans son détail. Oui. Alors, je reviens quand même à l'actualité, parce que qu'est-ce qui a attiré l'attention de la presse taïwanaise ? Donc, c'est surtout que c'est la première troupe de danse du lion qui est inspirée par Taïwan, qui était dans les rues en France. Et donc, c'était samedi dernier devant un magasin de gâteaux taïwanais. Et donc d'après l'agence de presse taïwanaise, ça faisait seulement quelques mois que
les participants à cette parade avaient commencé à apprendre les arts martiaux, mais ils se débrouillaient déjà pas mal, parce qu'ils ont été applaudis par les passants. Et donc, ils ont interviewé Ghislain, qui a dit qu'il voulait promouvoir en France la culture taïwanaise des parades et cérémonies religieuses qui se déroulent normalement devant les temples à Taïwan, comme un moyen de préserver la culture des arts martiaux. En tout cas, lui, il adore ces célébrations dans les temples, la danse du lion, mais aussi des rituels qui se rapprochent un peu plus de l'exorcisme, comme le Padiadiang ou d'autres choses. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer en français les grandes divinités qui se promènent comme des grandes marionnettes. Comme les géants, en fait. Voilà. Enfin voilà, j'espère que tout ça viendra en France bientôt grâce à lui. Donc c'est à la fois lié aux arts martiaux et à la fois lié aux croyances populaires ou à la religion. Et donc dans CNA, ils ont un petit peu retracé l'histoire de Ghislain, qui avait appris les arts martiaux à partir de l'âge de 13 ans, qui a pratiqué plus de 20 ans, comme tu disais, en France, en Chine, à Taïwan. Et en fait, il est arrivé à Taïwan en 2016 pour se former d'abord en médecine chinoise et arts martiaux avec le maître Lu Wenrui. Et ensuite, il est devenu le premier disciple étranger du maître Wu Junyi, qui lui a notamment enseigné la danse du lion et les percussions. Et donc, bon, ça, ils ne le disent pas dans CNS, c'est bien dommage, qu'il a travaillé pour RTI. Et donc, après s'être marié à une Taïwanaise, il est retourné en France en 2022. Enfin, il a quitté Taïwan, en tout cas en 2022. Et il a fondé l'académie Wukong Wushu, qui enseigne notamment la danse du lion. Donc, si ça vous intéresse, on va mettre le lien sur le site internet. Sur la région parisienne, je précise. Et donc, pour clore l'article, CNL lui a demandé quel était son rêve. Et donc, en fait, il rêve non seulement de faire, parce qu'il a fait la parade avec la danse du lion, mais aussi en fait de faire quelque chose de plus complet avec la venue d'une troupe taïwanaise en France qui pourrait faire aussi un spectacle, voilà, avec par exemple ce dont on a parlé tout à l'heure, Padiadiang ou enfin voilà, vraiment la parade complète qui se fait d'habitude devant un temple, mais en France. Wow. Si ça se faisait, ça serait vraiment très beau à suivre en fait. Oui. Mais il faudrait déjà construire un temple taïwanais en France, alors peut-être non. Je rigole. Il y en a. Ah oui. Il y a des temples. Alors taoïstes, je ne sais pas s'il y a vraiment. En tout cas, je sais qu'il y a Fogongshan en France déjà. Mais c'est pas. Non. C'est pas vraiment le même style de parade. Non, c'est pas le même type, mais voilà, il y a aussi des temples. Je pense qu'il y a des temples taoïstes. Organisé. Je pense qu'avec le côté pragmatique des Taïwanais, on va réussir à faire un temple en papier, par exemple. En plus, c'est une tradition à Taïwan, enfin pour d'autres circonstances, mais il y a vraiment des savoir-faire aussi de ce côté-là. Et peut-être qu'un jour, avec la troupe qui s'entraîne en France, qui viendra peut-être un jour à Taïwan, il y aura des échanges et peut-être que ça sera possible un jour. On fera suivre en tout cas à l'antenne de RTI. Ouais, avec Clément Tricot, notre reporter à Paris. Voilà, exactement. Et il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter parce qu'apparemment, alors j'ai pas tout suivi toute l'histoire, mais il y a eu des réactions sur Internet qui n'étaient pas forcément très, très positives aux médias, enfin en tout cas à l'article de CNA, où des Taïwanais ont commencé à dire qu'il n'y avait pas de lion. Bon, c'est vraiment une anecdote, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu la réaction en fait d'une membre de la famille de la belle-sœur de Ghislain, parce que je la connais aussi. Voilà, enfin, c'est très compliqué cette histoire, pourquoi je la connais, mais voilà, en gros, j'ai vu, elle a fait un long post où elle s'est plaint un peu de la réaction des Taïwanais qui se sont concentrés sur le fait qu'ils parlaient de danse du lion de Taïwan et qui disaient que ça n'existait pas, voilà, beaucoup d'internautes. Que ça n'existait pas, c'est-à-dire ? La danse du lion de Taïwan. Ah, c'est-à-dire spécifiquement de Taïwan. Pourtant, dans ses émissions, Ghislain, il a fait quand même 5 épisodes sur la danse du lion à Taïwan. Et notamment à Taïwan, il y a plusieurs styles aussi. Il y a celle du Sud. Enfin bon, bref. Après, j'ai pas eu le temps de. J'ai essayé de chercher rapidement sur Internet de quoi elle parlait exactement, parce qu'elle faisait juste référence à ça sans citer, ce qui se fait beaucoup maintenant sur Internet, c'est de citer des choses, de parler de quelque chose sans faire référence à l'origine de ce dont on parle. Peut-être ce qu'elle veut dire, c'est que la danse de lion de Taïwan prend peut-être l'origine du sud de la
Chine, d'une partie du sud de la Chine. Peut-être c'est ça qu'elle veut dire, en fait. Ouais. Mais en tout cas, en regardant la vidéo de Ghislain, j'ai découvert que c'était déjà mentionné à Taïwan dans les archives qui datent de 1694. Oui. Donc franchement, c'est assez vieux à Taïwan aussi. C'est assez vieux à Taïwan et ça vient de la Chine du coup. Oui, mais comme beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça, je mais pense que ce commentaire, c'est difficile à. Il faut vraiment voir ce qu'elle veut dire en entier, en fait. Oui, non, mais elle commentait, elle répondait aux internautes qui disaient que c'était pas du lion de Taïwan. D'accord. Voilà, c'est une réponse en disant, justement, en remettant en contexte, en disant que c'est un peu dommage que les gens s'attardent sur le fait qu'il n'y ait pas un lion de Taïwan ou quoi que ce soit, alors que c'est déjà la promotion de Taïwan à l'étranger. Mais d'après ce qu'on avait compris avec la fabrication de la tête de lion, en suivant Ghislain et le maître Wu, c'est vraiment une tête de fabrication typiquement taïwanaise, en fait, qui est très différente de tête de lion cantonnée comme on voit dans la plupart du temps en Occident, en fait. Maintenant, il y a même une école malaisienne avec ce qu'on appelle en fait la licorne, qui n'est pas vraiment une tête de lion. Oui. Il y a tout ça aussi qui se transparaît et qui est pareil. C'est aussi un héritage des diasporas chinoises en Malaisie et en Indonésie. Donc c'est encore quelque chose de différent et d'autres cultures qui sont mélangées. Et à Taïwan aussi, il y a des cultures qui se sont mélangées forcément sur le temps. Donc voilà. La discussion des internautes qui se sont vraiment attardés là-dessus, et je pense que c'était certainement des internautes chinois surtout qui ont réagi à ça, même si je suis possible. pas sûr. Et donc qui ont dit non, c'est chinois. Enfin, j'imagine bien. L'essentiel c'est que ça plaise aux personnes qui étaient dans la rue en France. Voilà, c'est bien sûr, c'est l'essentiel. Et on espère que son projet se concrétise, son rêve se concrétise à Paris aussi. Et donc on reste sur Internet avec mon sujet, puisqu'on parle de cet influenceur taïwanais qui est parti. Alors il est parti d'abord à Hong Kong, puis après à d'autres endroits. J'ai regardé rapidement, Malaisie aussi. Et il est spécialiste. Alors est-ce que vous avez, toi, mec, t'avais rapidement entendu parler de ça, non, sur les médias, vu des articles passés ou des titres? Je ne l'ai jamais regardé personnellement, mais on m'a dit qu'il s'est rendu célèbre soudainement, accidentellement, parce que lorsqu'il était en direct, il a filmé accidentellement un corps d'un mort. Okay. C'est comme ça, il s'est rendu célèbre, sinon personne ne le connaissait. Okay. Et depuis, il n'arrive pas à à attirer l'attention sur lui parce que il attire pas, en fait. Il est jeune déjà. Je sais pas. Je sais, là ça va être vraiment tout, il est très jeune et il s'est spécialisé depuis quelque temps dans ce qu'on appelle l'urbex. Je sais pas si vous connaissez l'urbex. C'est la visite des lieux non habités qui sont plus habités depuis longtemps. De lieux abandonnés. L'urbex. L'urbex, exploration urbaine en fait. D'accord. C'est tourné à l'envers puisque ça vient d'un terme anglais. Et donc en fait c'est l'exploration de bâtiments abandonnés, et sa spécialité c'était surtout de faire un peu façon film d'horreur avec du paranormal, des choses qui se passent bizarrement. Il aimait beaucoup mettre en scène ce genre de choses. On doutait toujours un petit peu de la véracité de ce qu'il filmait ou comment il filmait, même si c'était du direct. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il est devenu connu, et c'était en faisant des directs notamment sur YouTube. Donc voilà. Il a combien de personnes qui le suivent du coup? Donc voilà, c'est une chaîne j'ai vérifié parce que dans les articles que j'ai lus, il n'y en avait aucun qui parlait de ça, du niveau de notoriété dont il bénéficie. Je trouve ça essentiel, moi, quand on fait une information sur les réseaux sociaux, donner à peu près la taille de l'influenceur, c'est assez important. Donc il a 128 000 abonnés sur YouTube. C'est tout? C'est pas énorme. Pour vous donner une coup, le plus gros influenceur à Taïwan, il fait 2 millions d'abonnés. Français, en fait. Français, oui. Français, ouais. Il fait 1,78 millions maintenant. Et il a 30 000 abonnés sur Instagram. Et le nom de sa chaîne s'appelle Wan An Xiaoqi, qui veut dire bonne nuit mes poussins. Alors en mandarin, ça veut pas forcément dire la même chose, mais ça reste quand même très enfantin. L'objectif de sa chaîne, c'était vraiment de mettre en avant cette partie noire et paranormale, et essayer de faire vraiment, comme on a dit, le buzz. Et donc en février cette année, il a décidé donc de partir au Cambodge. Avant le Nouvel An, j'ai l'impression. Voilà, début février, il avait annoncé qu'il allait partir au Cambodge pour filmer la partie la plus noire du monde. Donc déjà, tu pars dans un pays, tu vas te dire que tu vas filmer... ça fait déjà pas une très bonne... voilà, et donc il va
je ne sais pas si vous savez, l'endroit le plus controversé, le plus mafieux du Cambodge, c'est... Non, vous connaissez la frontière thaïlandaise. Sihanoukville. Ah oui, de ce côté-là, oui. Oui. Enfin, c'était un endroit paradisiaque avec la mer et tout. Et en fait, il y a quelques années, il y a eu des investissements chinois oui. massifs qui ont construit plusieurs dizaines de casinos. Et en fait, avec le Covid, ils n'ont pas fini les constructions. Et la Chine a interdit aussi ce genre de métier, j'ai l'impression. Il y a eu une interdiction chinoise qui fait que beaucoup d'entreprises se sont retirées, en fait. Et aussi à cause du Covid. Et donc, il y a beaucoup de bâtiments abandonnés, effectivement. Donc, pour faire de l'urbex, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, mais en fait, l'objectif, c'était quand même d'essayer de se faire enlever par des... Enfin, ce qu'il annonçait dans sa chaîne, c'était de se faire enlever par des mafieux chinois, taïwanais sur place pour vivre et essayer de documenter comment ça se passe quand on se fait enlever par des mafieux chinois pour faire de l'arnaque par téléphone, etc. C'est parce qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui étaient partis au Cambodge après avoir eu un contrat de travail en pensant qu'il aurait eu un salaire très intéressant, et finalement c'était plus une sorte de kidnap pour faire de l'arnaque, en fait. Ouais. Des arnaques téléphoniques. Des arnaques, arnaques téléphoniques, mais en plus les gens sont menacés, les passeports sont retirés, ils menacent aussi d'aller attaquer ou de s'en prendre à la famille des personnes. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Du coup, il voulait se faire passer pour victime de ce genre de situation, en fait. Il a annoncé qu'il le ferait. Et c'est bien justement là le problème, c'est qu'il a tout mis en scène, et il a fait une vidéo dans laquelle, en fait, on le voit en train de se faire taper par des gens. Ça a été quand même très étrange, et il a commencé à avoir d'autres influenceurs qui n'étaient pas vraiment forcément d'accord avec ce qu'il faisait, qui ont commencé à rechercher un peu qu'est-ce qui s'était passé. Au fur et à mesure que l'enquête a été faite par un autre youtubeur, il s'est rendu compte en fait qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans le récit, dans l'histoire racontée et dans ce qui s'était passé. Et en fait, il s'est avéré qu'il était avec un autre influenceur. Alors lui, tout petit, je crois que c'est moins de 10 000 abonnés sur YouTube. Donc vous voyez, et ils étaient tous les deux à avoir fait cette mise en scène. Et en fait, après cette révélation par cet influenceur à Taïwan, les autorités cambodgiennes ont été alertées, et c'est là qu'ils ont été arrêtés. Ça, c'était le 12 février. Ils ont été en comparution immédiate et condamnés dès le 15 à 2 ans de prison et une amende qui correspond à peu près à 1 000 €. Et le chef d'inculpation, c'était le trouble à l'ordre public. Voilà. Oui, en fait, c'est un peu les cauchemars qui deviennent réalité, malheureusement, pour lui, j'ai l'impression. Parce qu'il voulait faire un petit peu comme dans des maisons hantées, le cauchemar et tout ça, mais malheureusement, 2 ans de prison, c'est pas facile. Oui, et il faut espérer qu'éventuellement, il y aura une libération conditionnelle. Oui, c'est ce qu'on va espérer pour lui. Oui. Et on peut dire aussi que beaucoup d'internautes ont fait l'étude de comment il allait passer ses conditions dans les prisons au Cambodge. Ils se sont renseignés, etc. Ça n'a pas l'air quand même terrible. S'il peut faire un direct depuis la prison au Cambodge, je pense que ce sera malheureusement le assez buzz. horrible. Ah, ça c'est sûr, mais malheureusement c'est pas forcément possible. Non, pas du tout même. On va conclure On en parle à Taïwan. Exactement. Cette semaine. C'est intéressant à écouter, à parler aussi. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Oui, bye bye. Bye bye.